tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 43 qui va du 20 au 26 octobre. Alors cette semaine, j'ai vu une exposition super sympa donc au niveau de l'aquarium tropical de Paris et du musée de l'immigration. C'est l'exposition sur la migration et le climat. J'ai beaucoup aimé la partie autour des océans donc présentée par l'aquarium tropical et je trouve que c'est une excellente chose de montrer un petit peu ce que fait déjà en fait l'augmentation du niveau de la mer et le réchauffement climatique. Et ça donne plein d'idées, notamment parce que depuis quelque temps, j'ai pas mal d'idées autour d'un jeu, on va dire, sur la pêche, sur reprendre des éléments de Dredge, des éléments de Fallen London, etc. Et j'avoue que ça me donne un peu plus d'eau à mon moulin aussi pour ça. J'ai continué un petit peu One Punch Man, donc plutôt sympa, mais bon, c'est toujours dérangeant d'avoir les épisodes au compte-gouttes. C'est toujours extrêmement frustrant. J'ai continué aussi Bungo Stray Dogs. Alors, j'avais pas trop accroché et en fait, c'est assez normal de pas trop accrocher au début puisqu'on suit un personnage qui est en fait juste un observateur. La partie vraiment intéressante, c'est un autre personnage. Il y a tout un arc là qui s'est débloqué avec ce personnage-là, avec son passé dans la mafia, etc. Et là, c'est vraiment plus noir, plus sombre, c'est assez sympathique. On sent par contre qu'ils arrivent un petit peu à racler le fond au niveau super pouvoir, qu'ils ont plus trop d'idées, que le concept il évolue un petit peu, etc. pour essayer de rajouter des trucs. Là, il y a toute une équipe américaine qui arrive à un moment. Ils se basent en fait sur les grands auteurs, donc Mark Twain. Ils se basent aussi sur, il y a un clin d'œil à Lovecraft d'ailleurs, qui est un peu drôle, mais bon, pas terrible non plus. Mais voilà. J'ai vu une vidéo aussi qui s'appelle Trying to add image from your computer or web. Donc, c'est comment rajouter en fait des images dans un jeu vidéo fait en Twine, donc une nouvelle interactive. Donc voilà, c'est un petit, comment dire, un petit tuto qui permet de faire ça, voir comment ça marche. J'ai regardé un documentaire sur Disney+ qui s'appelle Alien of the Deep, que moyen au final. On parle juste un petit peu de grandes profondeurs de ce qui s'y trouve, etc. Bon, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard, mais on voit quand même des bestioles qu'on voit pas tous les jours, donc pour ça, c'est sympa. J'ai vu aussi un autre animé qui s'appelle Gachiakuta, donc c'est un animé où en fait il y a une cité qui est haute dans le ciel et le héros, à la fin du premier épisode, est considéré comme un criminel et donc est projeté en fait, puisque c'est comme ça qu'il se débarrasse et des criminels et des déchets. Et donc ils sont projetés de la cité, ils tombent dans ce qu'ils appellent la fosse. Sauf que la fosse, c'est un petit peu plus compliqué que ça, il s'y passe plein de choses et il y a des gens qui y vivent et il y a des trucs un peu étranges qui s'y passent, donc c'est plutôt marrant. J'ai vu une vidéo qui s'appelle «J'ai suivi les meilleurs tutos pour Godot, voici ce que j'ai appris». Alors en soi, la vidéo est marrante dans le sens où elle repasse en revue un petit peu ce qu'il a appris sur une vingtaine de tutoriels. Ce qui est surtout intéressant, c'est la source qui est donnée au début, qui est une personne qui a fait un tri et qui propose en fait des thématiques et des tutoriaux pour Godot, suivant ce qu'on souhaite faire. Donc c'est peut-être plutôt cette vidéo qu'il faut aller regarder que celle-là, même si celle-là, elle est plutôt sympa. Et puis du coup, ça m'a permis de découvrir l'autre, donc bon point à lui. J'ai vu un autre documentaire qui s'appelle Méga requin marteau. Alors c'est pareil, c'est un peu les documentaires Netflix, Disney, voilà, bon, c'est marrant, mais sans plus. Ce qui est agréable, c'est voir toutes les images d'océan, les grandes créatures. Enfin bon, c'est beau à regarder. Et après, bon, il y a des choses, on apprend des trucs, mais c'est un peu toujours la même chose, quoi. Ils ont, je sais pas, 5 ou 6 documentaires sur les requins. Il y en a au moins 3 sur les requins marteaux et en fait, on voit toujours un petit peu la même chose. J'ai vu une dernière vidéo qui s'appelle The Only Pixel Art Guide You Need. Donc c'est un petit tuto, en fait, assez rapide sur comment commencer et qu'est-ce qu'il faut, quels sont les points sur lesquels se concentrer pour faire du pixel art. C'est plutôt intéressant. J'ai lu un article sur Point and Think, sur briser le monopole des moteurs de jeu. C'est excellent. J'ai beaucoup aimé, en fait, les problématiques qui sont amenées par des gros moteurs comme Unity ou Unreal. Quelles sont les alternatives et tout ça. J'ai trouvé ça très bien fait. J'ai vu aussi un article comme quoi le workbook de Johnny Decimal, donc ce fameux système de rangement des dossiers, etc., est free maintenant, donc on peut le télécharger gratuitement. Donc vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Et j'ai commencé la lecture de Sapiens, que je trouve pour le moment très sympa et qui se lit très bien. Donc Sapiens, on y raconte un petit peu, là où j'en suis en tout cas,
le début de l'humanité, comment l'homme a évolué, qu'est-ce qui a pu faire évoluer l'homme, le fait que, l'homo sapiens n'était pas le seul, animal de type homo qui était présent et qu'il y en avait d'autres et pourquoi les autres auraient disparu. J'ai écouté l'épisode de Tech Café sur l'interview où on développe sans coder avec l'IA, donc merci déjà à Guillaume et à Greg pour le partage d'expérience. C'est super stimulant, je trouve, de voir comment l'IA permet à des profils non techniques de concrétiser des idées, répondre à des besoins métiers réels. Bon, alors il y a toujours des gros problèmes de ne pas comprendre le code, de ne pas savoir s'il y a des failles, de ne pas respecter les, on va dire les bonnes pratiques de développement, et cetera. Ça, OK, c'est un truc, à mon avis, avec l'IA, on n'est pas dedans. D'ailleurs, ils en parlent. La factorisation du code, c'est un truc que l'IA ne connaît pas. Donc, il y a plein de choses, à mon avis, qu'il faut revoir. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet quand même de concrétiser des choses pour des besoins métiers réels. Parce que ça on voit souvent, en fait, alors notamment dans mon métier, on voit souvent des grosses solutions du marché qui sont capables de faire tout. Elles font papa, maman, les bulles et le café, elles font vraiment tout. La problématique, c'est que ça fait tout, mais d'une certaine manière, qui est un workflow de travail qui est imposé généralement par les grandes boîtes qui les ont prises. On va prendre un grand éditeur de logiciels et une grande boîte qui fait du CAC 40. Forcément, elle va avoir du poids pour imposer ses workflows à la boîte d'édition de logiciels. Mais du coup, les petites boîtes qui n'ont pas forcément les mêmes équipes, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens, se retrouvent obligées d'utiliser un workflow qui est souvent beaucoup trop lourd pour eux. Alors, il y a souvent des patchs, des trucs, des machins pour contourner un peu les soucis, mais c'est toujours du bricolage. Alors, ouais, donc voilà, la plupart des solutions classiques, elles sont pensées pour les grands groupes. Si on prend le BTP, voilà, si l'entreprise de BTP de Greg qui est présentée, elle avait fait pas la taille de Bouygues ou de Vinci, il y a certains logiciels, en fait, c'est même pas la peine de les prendre. Ça ne sert à rien, les workflows vont être beaucoup trop lourds, beaucoup trop incohérents pour des structures petites, avec des projets petits. Enfin, voilà. Et quand elles sont généralement plus flexibles, ces solutions-là, en fait, c'est tellement flexible, mais ça peut être tellement complexe que ça nécessite des compétences particulières pour pouvoir rien que les configurer. Et généralement, c'est là où les éditeurs de logiciels ou les prestataires intégrateurs vendent des jours en mode professional services à 1 200 balles par la journée. Donc, c'est pas toujours réaliste pour une petite boîte. En tout cas, voilà, je pense que c'est intéressant ce qui a été fait. Je pense que c'est un bon début. Je pense que c'est bien que les gens puissent s'approprier le code et effectivement, pouvoir adapter le code à ses besoins. Après, je pense qu'il y a plein de choses à revoir. Je pense que, à mon avis, c'est un brouillon, c'est un 1er jet, c'est une première application qui peut être vachement bien et vachement bien pensée. Mais si on commence à l'ouvrir, à en faire une application SaaS, à la mettre sur le web, il faut vraiment la faire auditer pour respecter les standards de sécurité, surtout qu'en ce moment, les vagues de cyberattaques sont de plus en plus nombreuses, donc c'est quand même assez complexe. J'ai écouté l'épisode de Coup Critique, le top 5 des JDR d'octobre pour les jeux d'horreur, et donc il y en a pas mal qui m'ont tapé dans l'œil, et notamment il y a une histoire de phare avec un grand ancien qui sort de l'eau, les gardiens qui deviennent fous et qui décident d'éteindre le phare et de maintenir le phare fermé. Bref, il y a des trucs qui m'ont bien parlé et qui font très Dredge au final, donc là je suis assez enthousiaste là-dessus. J'ai écouté l'épisode de DataGen avec Blef où ils font un décryptage en fait des news de 2025 et notamment ils font un peu un comparatif Databricks, Snowflake et GCP en fait. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant puisqu'on va là parler effectivement de plateformes de gestion de la donnée de type soit Data Lake, soit Data Warehouse, donc soit un stockage de données brutes et non formalisées, soit justement un stockage de données extrêmement formalisé et extrêmement normalisé. On voit que les 2 solutions, que ce soit Databricks ou Snowflake, se rapprochent pour avoir des ponts entre les 2. On voit que GCP, de toute façon, survole un peu le marché, mais bon, c'est normal, hein, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes boîtes derrière, c'est pas les mêmes montants qui sont en jeu. Mais en tout cas, ce que j'aime, c'est la façon dont évolue à la fois Databricks, à la fois Snowflake, pour essayer de vraiment avoir une sorte de data platform complète, et je trouve ça bien. Et j'ai écouté l'épisode de Tech Café sur les Apple M5 et toujours très bon en termes de veille. Sinon, cette semaine, j'ai pas testé ou joué à beaucoup de choses. Par contre, j'ai travaillé, du coup, sur mon petit jeu d'horreur. Donc déjà, j'ai fait une analyse de ce que j'aimais dans les jeux de pêche, genre les mini-jeux de pêche, genre Stardew Valley, de ce que j'aimais dans Dredge, de ce que j'aimais dans Fallen London, et
essayer de mettre le doigt un petit peu sur quelles étaient les mécaniques et quelles étaient les sensations que j'avais envie de retrouver dans un jeu de rôle avec ce genre de jeu. Et je me suis fendu une petite version, on va dire tout alpha, ce que pourrait être un jeu de rôle avec un moteur simple PBT type PBTA. Donc, voilà, il faudra que je le teste à l'occasion pour voir ce que ça donne et je pense qu'il faudra que j'étoffe pas mal de choses. Là, pour le moment, c'est très brouillon, mais potentiellement, ça peut être jouable donc pourquoi pas faire une première pré-release, tester ça et puis, avec les retours, le compléter. Ça sera sans doute plus stimulant que juste, travailler tout seul dans mon coin sur ma feuille blanche. Voilà, bah, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à partager le podcast et à mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast, puisque, bah, c'est comme ça qu'on peut faire découvrir les différents podcasts. Donc si vous avez trouvé des médias, des infos, des choses qui vous ont plu et que vous avez envie de partager, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez discuter avec moi, venez me retrouver sur Mastodon ou sur le Discord de la JDR Academy. Voilà, voilà. En parlant de la JDR Academy, ils ont sorti donc une interview qui est très bien sur qu'est-ce que la JDR Academy et quel est le but qu'on s'est donné à la JDR Academy. Donc ça sera sans doute un peu plus construit que juste la présentation que vous avez eue lors de Octogone où on était un peu dans le jus. Et normalement, ce qui va arriver, c'est un épisode spécial Halloween la semaine prochaine. Donc je vous laisse écouter ça. Si vous aimez les parties de jeux de rôle enregistrées, montées comme des séries télé, histoire de vous faire une petite fiction audio dans la semaine, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode spécial Halloween qui sort. À mon avis, il va être très bon. Spoiler, on revisite les 3 petits cochons. Allez, une excellente semaine et à bientôt. Salut!